Bonsoir, merci. Donc on n'en est pas à ton record de 12 fois, mais je crois que c'est la 4e fois que je suis dans la salle pour présenter un sujet. C'était départ 2, 6, 8. Ça commence à dater, donc on ne se connaît pas forcément. Et voilà, on va vous parler ce soir de Ansible. Est-ce que certains connaissent? Ok, très bien. Petite présentation d'Evolix. Donc Jérémy et Grégory. Evolix, on fait en fait de l'hébergement et surtout de l'infogérance de serveurs web. En gros, de l'expertise sur Linux. On va bientôt avoir 15 ans, on est à peu près 20 personnes, surtout à Marseille et une petite équipe à Montréal. On infogère à peu près 800 serveurs, on a une bonne centaine de clients. Donc, les mots-clés un petit peu, c'est donc tout ce qui est Linux, infraweb, haute disponibilité, virtualisation, conteneurs et Ansible, dont on va vous parler. Nos clients, c'est des agences web, des éditeurs SaaS, ou des médias comme Nice Matin ou Mars Actu. Une petite photo de l'équipe qui date un peu. L'équipe, on a une culture vraiment en mode sysadmin. Notre philosophie, notre challenge, c'est d'utiliser que des outils libres. Et on aime bien se déplacer dans différentes conférences techniques, au FOSDEM, au Web à Québec pour aller voir notre équipe à Montréal, Sudweb, la DebConf et d'autres conférences. On aime bien publier nos docs, donc sur wiki.evolix.org, on met toutes nos docs en public, il y a plusieurs centaines de docs, je pense, et quand on fait du code, on le publie sous licence libre sur une forge. On va introduire un petit peu Ansible. Donc notre métier, c'est de se connecter sur des serveurs à distance, donc de lancer des commandes sur un terminal. Et l'historique très rapide, c'est que il y a plus de 10 ans, on faisait au départ pour les premiers serveurs, on faisait tout à la main, on découvrait un petit peu les commandes. Puis après, du coup, on a de plus en plus de serveurs, donc évidemment, on a des docs, on commence à faire des copier-coller. On fait des checks de conformité, on a écrit un petit script par exemple qui vérifie que effectivement il y a une conformité sur les serveurs, que c'est assez homogène, jusqu'à après avoir des script shell qui vont du coup vérifier et automatiser un certain nombre de choses. Donc là, c'est l'état où on était, je pense, il y a 4-5 ans, on va dire, sur cette partie-là. On aime bien s'améliorer, donc on écrit du shell, et puis en gros, à un moment, ce qu'on s'est dit, c'est du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelque chose qui nous permettrait un outil qui nous permettrait d'optimiser un petit peu tout ça, parce que en shell, quand on tape des commandes, même si c'est dans un script, il y a quand même pas mal de difficultés. Quand on rejoue une deuxième fois, des fois c'est pas fait pour, et donc on est obligé de créer pas mal de choses sur cette partie-là. Vous connaissez sûrement cette fameuse équation du temps. En gros, à chaque fois, le temps d'une tâche, le nombre d'exécutions, et puis du coup, nous, on installe, on a à peu près 800 serveurs, donc on installe pas mal de serveurs sur cette partie-là. C'est un petit peu à chaque fois le dilemme sur cette partie-là. Et pour résoudre, on va dire, cette équation, notamment sur la partie installation et aussi maintenance, notamment créer des comptes sur les serveurs, rajouter des adresses IP pour les autoriser, etc. Ce type d'opération. On s'est lancé dans l'automatisation et notamment, donc là c'est ce que je disais, les tâches manuelles répétées, c'est des pertes de temps, risque d'erreur aussi sur cette partie-là. Et éventuellement même aussi l'absence de créativité, quand on fait des copier-coller de docs ou qu'on lance des scripts, c'est pas très rigolo. Quand on fait toujours la même chose, on a tendance à vouloir innover là où il n'y a pas besoin, et c'est là qu'on se met faire des bêtises. Donc une des solutions qu'on a trouvées à ça, cette recherche d'amélioration, c'est justement d'automatiser. Dans l'informatique, c'est assez courant d'avoir recours à l'automatisation. On va confier à la machine des choses qu'elle va faire plus vite, mieux, et on va utiliser notre énergie, notre créativité à des choses plus utiles. Voilà, donc on délègue à la machine. Et donc, on a voulu passer du shell, tout manuel, à Ansible, qui va être un outil
plus adapté. Le shell c'est très bien, mais c'est pas un outil dédié, c'est un outil trop généraliste. Et du coup, on va utiliser Ansible qui est vraiment dédié à ça et qui va nous permettre vraiment de passer à la vitesse supérieure en utilisant des primitives particulières, en utilisant des fonctionnalités qui sont vraiment prévues pour ce besoin. Les apports fondamentaux d'un outil comme Ansible, ils sont triples. C'est la fiabilité. Une fois qu'on a vérifié que quelque chose fonctionnait bien, ça va toujours bien fonctionner de la même manière. Homogénéité, c'est-à-dire que effectivement, si on le fait sur 1 ou sur 10 ou sur 500 serveurs, ça va fonctionner, ça va être homogène. Et puis la rapidité. Voilà, d'abord, ça va beaucoup plus vite que l'humain, puis une fois qu'on l'a lancé, on peut même le laisser travailler, et ça avance tout seul. On a quelques domaines d'application, on va dire, particulièrement adaptés pour ça. La première chose, ça va être les actions urgentes, mais qui peuvent être assez courantes, comme par exemple appliquer un patch de sécurité. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a un paquet important à mettre à jour qui a été déployé. On peut, en quelques instants, le déployer sur des centaines ou des milliers de serveurs très facilement. On peut aussi révoquer des accès. Imaginons qu'effectivement, quelqu'un annonce qu'il a perdu son mot, qu'il s'est fait piquer son mot de passe. On peut très rapidement verrouiller ses comptes sur des centaines de machines. On peut aussi traiter des actions répétitives. Donc là, par exemple, on rajoute une nouvelle IP dans tous les firewalls ou quoi, on va pouvoir le faire comme ça, de manière répétitive mais facile, ou bien des accréditations à modifier, ou des choses comme ça. Et puis enfin, il y a la question de la démultiplication. Donc là, c'est quand on va, par exemple, rajouter un nœud dans un cluster multiple. On ne va pas réinventer la configuration de ce nœud, ça n'est qu'un énième, ainsi que quand on veut créer une nouvelle instance applicative, je ne sais pas, moi, dans un serveur d'application, on en veut un autre. Ou bien rajouter ou enlever un serveur derrière un autre balanceur. C'est vraiment des tâches répétitives. Et là, on va vraiment exploiter un outil comme ça pour cela. Donc là, on est prêt. On va faire le grand saut. On a testé un petit peu différents types d'outils. Et on va vous présenter celui qu'on a choisi. Alors, parce qu'il y a d'autres outils avec des avantages et des inconvénients. Mais on va vous parler du coup d'Ansible. Alors, c'est un projet, un logiciel libre. C'est géré par Red Hat, qui est une des plus grosses entreprises qui fait de l'open source et du logiciel libre. Il y a une grosse communauté d'utilisateurs et de contributeurs autour d'Ansible. Donc voilà, on va vous parler un petit peu d'Ansible. Un concept qui est important à comprendre et qui est intéressant et qui n'est d'ailleurs pas spécifique à Ansible puisque c'est une définition un petit peu mathématique, c'est le concept de l'idempotence. Du coup, l'idempotence, le principe un petit peu mathématique, c'est que si on réapplique plusieurs fois la même fonction sur un objet, en fait, on va toujours obtenir le même résultat. En gros, c'est vraiment le résultat qui compte et pas la transformation. Et c'est une chose qu'on peut arriver en shell, mais qui, du coup, c'est vraiment prévu avec Ansible pour que ce soit, c'est vraiment orienté là-dessus. On va se concentrer non pas sur l'action, mais en fait sur le résultat, et l'outil va finalement se concentrer sur le résultat. De façon vraiment très très simple, on ne va pas dire j'ajoute un utilisateur, on va dire je veux que l'utilisateur soit présent, et puis lui il va se charger de l'ajouter, et puis s'il est déjà présent, il va dire bah oui il est déjà présent, et le résultat sera toujours le même, l'utilisateur sera présent. Donc c'est notamment la manière de penser intéressante pour Ansible et les logiciels d'automatisation. Et Ansible, c'est un outil qui est très modulaire, qui va proposer un certain nombre d'éléments de base, un peu comme des briques de Lego, et qu'on va pouvoir composer pour construire, un peu comme une bibliothèque standard dans un langage de programmation qui va nous donner des primitives sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour grandir. C'est également extensible comme un langage, c'est-à-dire qu'on peut aussi rajouter nous-mêmes nos propres primitives, nos propres choses pour continuer à le faire évoluer. Et donc, on a des modules. Donc les modules, c'est du code en Python qui va permettre de faire des couches d'abstraction. Comme Ansible fonctionne aussi bien sur différents systèmes Linux, macOS, Windows et même encore d'autres, ça va se charger de faire une abstraction pour que lorsqu'on veut créer un utilisateur ou installer un paquet, peu importe la manière dont ça doit se faire sur tel système, du point de vue de l'utilisateur, c'est la même chose. C'est ça qui permet l'idempotence, justement, parce que ça va vérifier si les choses sont à faire ou pas, s'il faut ajuster ou s'il faut supprimer ou pas. C'est complètement encapsulé là-dedans. Et Ansible arrive avec une bibliothèque très fournie de plusieurs milliers de modules, et on peut soi-même créer ses propres modules, c'est assez simple. On va passer rapidement
rapidement après sur les notions, mais du coup le principe c'est on peut créer des tâches, on peut évidemment créer des templates qui vont être déployés, et puis des actions, les handlers qui vont être générés. On va passer un petit peu rapidement parce qu'on a une présentation qui pourrait durer un peu plus, et on va essayer de tenir dans le temps sur cette partie-là. Il y a aussi une notion d'inventaire qui évidemment, on se dit, du coup on a la liste des machines sur lesquelles on veut avoir des actions, et puis on peut bien sûr créer des groupes, et toutes sortes de choses, éventuellement de façon dynamique. Et également, on passe rapidement à ces classiques, il y a également des rôles, où le principe c'est, par exemple, nous on a créé un certain nombre de rôles sur les serveurs web. Il y a le rôle qui va installer la base de données, par exemple la base de données MySQL, PostgreSQL, Redis ou autre. Il y a un rôle qui va installer par exemple Nginx d'une certaine façon. Et donc on a un certain nombre de rôles qu'on peut finalement réutiliser au sein. Donc voilà, bon, là c'est un petit peu de façon rapide l'organisation d'un rôle, par exemple le rôle MySQL, où il y a une structure. Donc là on voit notamment, on n'en a pas encore parlé, mais on écrit des tâches qui sont en YAML. Bon voilà, on va passer un petit peu rapidement. Et l'autre mot-clé qui est à savoir quand même avec Ansible, c'est que ce qu'on écrit en finale, en YAML, c'est des playbooks qui peuvent utiliser éventuellement des rôles ou des choses de ce type-là. Et c'est ce qui va définir le contexte d'exécution et qui va organiser un petit peu cette partie-là. Un des très gros avantages d'Ansible par rapport à d'autres logiciels qui font quelque chose de comparable, c'est qu'il n'y a pas d'agent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'installer un logiciel sur le serveur qui va attendre des commandes et qui va tout exécuter avec tous les privilèges. Avec Ansible, on se connecte simplement avec une connexion SSH sur les serveurs et on va pousser du code qui va être exécuté et il n'y aura aucun artefact, aucun reste. Ce qui veut dire qu'on peut l'adopter graduellement, sans impact, on peut arrêter d'utiliser, il n'y aura rien qui restera. Ça nécessite juste d'avoir du Python, mais maintenant toutes les distributions Linux, quasiment par défaut, ont vraiment un Python qui est installé, donc il suffit quasiment d'avoir une connexion SSH, et ça, c'est la deuxième, on va dire, killer feature vraiment d'Ansible, parce que ça permet, par exemple, on a des dizaines, des centaines de serveurs, on n'a pas besoin d'installer une usine à gaz pour avoir Ansible, on peut utiliser la connexion SSH pour commencer à travailler sur plusieurs serveurs, et on peut faire ça progressivement, et c'est ce qu'on a fait nous, on l'a utilisé de petit à petit pour créer des utilisateurs ou autres, et après de façon plus organisée pour gérer après l'ensemble des serveurs. Mais il n'y a pas une marge très haute, on va dire, on peut l'utiliser pour faire un certain nombre d'actions qui sont assez simples. Alors il y a tout un écosystème autour d'Ansible, on va passer aussi rapidement malheureusement autour d'Ansible Tower, qui est un outil plutôt orienté entreprise pour centraliser les choses, etc. Donc peu importe cet aspect-là. Par contre, Ansible va nous permettre de faire des choses assez variées, comme par exemple du provisioning, donc par exemple de se connecter avec un fournisseur de cloud à qui on va demander d'instancier des nouvelles machines. On peut aussi donc faire de la configuration pour homogénéiser de la configuration sur un grand nombre de serveurs. On va être capable de faire du déploiement applicatif. Donc on a créé une nouvelle version de notre code source, on l'a envoyé sur une Forge ou sur GitHub ou autre, et on va pouvoir la déployer. Un peu à la façon d'un Capistrano. Voilà, par exemple. Et enfin, les usages les plus avancés, c'est de l'orchestration, où là on va carrément piloter grâce à Ansible des load balancers avec de multiples frontaux web, des réplications de bases de données, comment les choses se parlent, et faire évoluer cette topologie grâce à Ansible. Donc là, c'est de l'orchestration assez avancée. Je passe ces aspects-là. Voilà, donc on disait, on a fait une adoption très progressive d'Ansible. En 2013, un client nous a demandé de faire du Puppet, qui est un autre outil d'automatisation. Ça ne nous a pas trop plu, mais ça nous a donné un premier coup d'automatisation où on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus. En 2014, c'est là qu'a eu le déclic, un de nos collègues s'est commencé à s'intéresser. Il a fait un peu quelques recherches, quelques essais. On a fait une démo interne, on a évalué un peu dans quel cas on pouvait l'utiliser, on a fait une étude d'impact pour voir un peu au niveau du workflow, et puis on a commencé vraiment à se mettre à l'utiliser. Et entre 2014 et 2016, on a créé nos premiers playbooks pour commencer à faire des actions courantes, justement répétitives, etc. etc. Voilà, et des tâches urgentes aussi en termes de sécurité, etc. Et à partir de 2016, et on est maintenant encore dedans, sur de la généralisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un usage à beaucoup plus grande échelle d'Ansible sur les 800 et quelques serveurs qu'on gère. Ansible intervient plus ou moins dans tous. Voilà. Et à partir de fin 2016, c'est là qu'on a commencé
à créer des rôles, donc des rôles qu'on a extraits de notre base de connaissances, on va dire, qu'on a implémentés dans des rôles Ansible, qui sont d'ailleurs publics, qui nous servent à installer, justement, comme disait Grégory, un serveur Apache de manière normalisée, et rapide, et homogène, et fiable un peu partout. Ça nous a permis aussi de codifier des bonnes pratiques, parce que du coup, dans l'entreprise, tout le monde doit se mettre à collaborer. Voilà. Et à partir de 2007, on est dans du presque tout Ansible. Qui est presque tout, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des installations 100% Ansible, des nouvelles installations. Et dans certains cas, grâce du coup à l'évolution de nos outils internes, on arrive à gérer certains parcs entièrement avec Ansible. Il y a un autre avantage, c'est que quand on travaillait sur les serveurs et qu'on exécute des scripts ou des choses comme ça, du coup c'était un peu une boîte noire éventuellement pour nos clients. Et là, le fait, en fait, y avoir une vraie transformation où nos actions et nos scripts, finalement, ça devient du code. Et ce code, on le partage dans un dépôt Git, classiquement, avec nos clients. Et on a vraiment une définition exacte de la façon dont on installe un service, de la façon dont on installe un serveur, qui peut être pris et finalement rejoué sur n'importe quel serveur. Donc, du coup, on travaille sur cette partie-là, finalement, en partageant un repository dans lequel on met des playbooks Ansible. Alors du coup, l'adoption d'Ansible arrive avec un certain nombre d'enjeux et d'obstacles. On a mis donc plusieurs années à passer à ça. Le premier obstacle, c'est un changement d'état d'esprit. Donc nous, on avait vraiment une culture du shell depuis de nombreuses années. La plupart des collaborateurs ont développé leurs compétences autour de ça. Et il a fallu petit à petit donc passer de cette approche procédurale du shell à une approche beaucoup plus fonctionnelle, telle que proposée par Ansible. Et ça, effectivement, c'est un changement de manière de penser. Et ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Parce que justement, ça change les habitudes, ça change la zone de confort, ça change les repères. Et donc, à partir de cette décision stratégique de miser beaucoup de choses sur Ansible, il a fallu embarquer le reste de l'équipe. Et pour ça, on s'est inspiré beaucoup d'un modèle communautaire, du modèle communautaire de l'open source. C'est-à-dire que on a construit une sorte d'équipe de cœur, de core team, avec une vision de comment est-ce qu'on voulait avancer, qui est une sorte de garante de l'énergie et de la vision. Et puis, on fait en sorte que le plus de monde possible contribue, collabore en interne pour partager ça, et surtout pour éviter de se retrouver avec des personnes qui sont juste consommatrices de ce qui est produit par d'autres. Donc des recettes qui marchent, bon voilà, l'implication et l'appropriation plutôt que la consommation. C'est aussi transmettre avec l'enthousiasme et l'énergie par de la formation, par de la démo, par de la conviction, etc. Beaucoup de documentation, beaucoup de conventions aussi, ça prend du temps et des fois on le néglige, mais c'est aussi par ça qu'on peut, vers ça qu'on peut pousser des nouveaux arrivants dans l'équipe pour leur dire voilà, les conventions sont là, les repères sont là, etc. Et puis faire du pair programming, donc se mettre à plusieurs pour travailler à deux, souvent, c'est pour travailler sur une nouvelle évolution, une nouvelle tâche, etc. Ça nous a montré beaucoup d'efficacité. Et on fait aussi ce qu'on appelle des flash conf. Ouais, les flash conf, ça c'est un principe qu'on a à Evolix, et on dit que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut faire une conf de 7 minutes 30 chronométrée sur un sujet qui lui plaît. On enregistre, comme ça tout le monde n'est pas obligé forcément de venir, mais ça permet du coup de partager des bonnes pratiques, c'est pas forcément très préparé. Ça nous permet d'avoir presque après une bibliothèque de vidéos, on fait ça depuis plusieurs années. On a à peu près 50 à 60 vidéos internes, ce qui nous permet après des fois de les revoir quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, et d'avoir une base de connaissances en plus de la doc qui soit sous forme vidéo. Alors vidéo, c'est des screencasts souvent qui vont dire je fais ça, etc. Et voilà, c'est un des moyens qu'on a fait pour former, on va dire, l'équipe à Ansible. Alors on a des clients du coup qui s'impliquent là-dedans, on dit au travers des dépôts partagés qu'on a avec eux. Donc on leur crée toujours donc ce dépôt-là et en fait, d'abord ils ont une transparence sur le projet, sur ce qu'on fait sur leur serveur. Et puis aussi, ils peuvent avoir cette vue d'ensemble pour les personnes qui sont non techniques et dans un certain nombre de cas aussi, créer une collaboration active. Ils vont pousser eux-mêmes des modifications sur des zones sur lesquelles ils ont un certain niveau de confiance pour les personnes techniques. Voilà, ça c'est vraiment très très efficace. Donc au final, automatiser, voilà. Est-ce que c'est bien d'automatiser au final? Parce qu'il n'y a que des avantages, parce que là on dirait qu'il n'y a que des avantages.
Bon, alors il y a des problèmes aussi éventuellement parce que du coup, évidemment, on se connecte sur 800 serveurs. Du coup, quand on se connecte à la main sur un serveur, si on fait une erreur, ça concerne un serveur. Si là on fait une erreur, éventuellement, ça peut concerner 800 serveurs par exemple. Au hasard, j'ai par erreur éteint 800 serveurs. Donc, si vous connaissez DevOps Borat, en gros, effectivement, le principe c'est de grand pouvoir, grande responsabilité. C'est qui est-ce qui dit ça? Spider-Man. l'oncle. Donc, ça change aussi, ça permet d'accélérer un certain nombre d'actions, mais ça change aussi vraiment la partie responsabilité. Les erreurs ont des conséquences plus graves. Du coup, la conséquence, il faut effectivement accentuer sur la partie test, vraiment tout tester. Alors, sur le principe en sysadmin, finalement, on n'a pas forcément beaucoup d'outils de test sur le principe quand on est en ligne de commande. Ça s'appelle les users. Ouais, justement, du coup, il faut essayer d'anticiper cette partie-là. Et il peut y avoir un certain nombre de frameworks du coup, qui vont être mis en place là-dessus. Mais c'est grâce à Ansible, du coup, ça permet d'infuser un petit peu cette culture du test, on va dire, dans notre métier. On va pouvoir considérer du coup l'infrastructure comme du code, et du coup la tester et la gérer et la faire vivre comme du code. On va faire par exemple de l'exécution à blanc, on va faire des tests de déroulement, donc on va dérouler notamment sur une machine virtuelle jetable, et puis on va regarder le résultat après. On peut même faire ce qu'on a du coup des tests d'idempotence. On joue une première fois, ça modifie plein de choses. On joue une deuxième fois, est-ce qu'on a enregistré des changements? Oui, non. Là, on pourra voir si on est bien idempotent. On peut aussi faire des tests de régression, des tests de dérive, donc avoir des prévôts qui ne vont pas faire d'opération, mais qui vont vérifier régulièrement est-ce qu'on n'a pas une dérive par rapport à un repère canonique. On peut aller aussi jusqu'à des tests d'acceptation, donc là c'est des tests assez poussés, comme par exemple si j'installe un paquet qui doit ouvrir un serveur web, par exemple, on va vérifier non pas que le paquet soit installé, mais est-ce que le port d'écoute est bien accessible, etc. Donc des tests plus poussés. Et faire des tests d'infrastructure, donc là c'est carrément des tests complets pour faire des interrogations, voir si ça passe bien dans la base de données, que ça va bien. Tout ça c'est des choses qui sont assez familières dans l'univers du développement, mais qui ne le sont pas du tout dans l'univers du sysadmin, en tout cas qui ne l'étaient pas et qui heureusement, grâce à ce genre d'outils, ont tendance à le devenir. C'est un très bug qui permet, nous on avait essayé de faire ça en shell, on poussait cette limite-là, et du coup quand on écrit en shell, on était obligé d'écrire nous-mêmes les tests. Il y en a qui ont essayé. Voilà. Et du coup Ansible, ça intègre cette partie-là où il y a des options, il y a une option check qui va en fait juste vérifier et pas faire les actions. Alors après, ouais, alors là on avait creusé sur des questions de fichiers de configuration, etc. On reviendra avec plaisir là-dessus. Mais ouais. Donc finalement en termes de rétrospective, donc on a aujourd'hui créé 69 rôles. Voilà, il y a presque 2500 commits, 16 000 lignes de code, ça fait 800 jours que le projet existe. Et on a 20 contributeurs, donc on a surtout des contributeurs internes. Mais voilà, on va vers quelque chose qui sera publié, qui n'est pas encore tout à fait fini, qui s'appelle EvoLinux, qui est un moyen pour nous, grâce à Ansible, d'installer un Linux à la manière d'Evolix, et ça sera utilisable par n'importe qui. Comme je disais, toutes nos nouvelles installs sont 100% faites avec Ansible, et on a certaines infras de clients qui apprécient qu'on soit capable de gérer tout complètement via Ansible, c'est-à-dire qu'on se connecte quasiment plus en SSH, on fait presque plus rien à la main. Et puis surtout, on a une participation interne et externe qui est croissante, et ça c'est vraiment agréable. Et du coup, les choses vont de plus en plus vite. Et enfin, voilà, on considère que c'est une mutation réussie. Donc voilà, pour nous, c'est un processus qui n'est jamais vraiment fini. Et aujourd'hui, on peut dire que dans l'équipe, on a réussi à transformer cet esprit procédural Shell en quelque chose de beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus orienté automatisation. Et on est ravis de ça, et on est ravis d'en parler. Voilà, de prolonger plus tard avec des questions probablement, parce que voilà, on est déjà tard. Merci.